Je vous parle aujourd'hui de mes romans ouvoyés favoris. Petite subtilité toutefois dans cette vidéo, il n'y aura aucune saga, je vous présente seulement des one-shots, donc des ouvrages qui se lisent en un seul livre, vous le terminez et c'est fini, vous avez eu l'intégralité de l'histoire. Bien évidemment, si vous êtes des adeptes de la chaîne et que vous me suivez depuis quelques années ou que vous connaissez mon contenu sur Instagram, certains auteurs et certains titres que je vais vous présenter, vous en avez déjà entendu parler puisque je les ai mentionnés à de multiples reprises compte tenu du fait que j'estime que ce sont des ouvrages de qualité qui apportent réellement quelque chose et que je pourrais relire, je pense, à l'infini. Je vais commencer par vous parler d'un auteur que j'ai mis du temps à découvrir, que j'ai aussi mis du temps à aimer, mais qui aujourd'hui fait véritablement partie de ma vie de lectrice, qui pour moi est une pépite du paysage young adulte français. Il s'agit d'Arnaud Catherine et de l'intégralité de ses œuvres. Personnellement, j'ai choisi de vous parler plus en détail d'Octave, qui est le dernier ouvrage que j'ai lu de l'auteur, mais ce livre s'inscrit dans une trilogie, je le mets entre grosses guillemets, puisque vous pouvez tout à fait lire le premier tome qui est Romance seul, le second qui est Les Nouvelles Vagues seul et Octave seul. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient, aucun problème. Bien sûr, l'histoire est plus complète et vous avez la finalité de celle-ci avec Octave, mais les tomes peuvent tout à fait être lus indépendamment selon moi. Ce qui fait qu'on peut si bien séparer ces ouvrages qui constituent pourtant donc une série, c'est justement la beauté de la plume d'Arnaud Catherine, sa poésie, mais également toutes les réflexions qu'il apporte sur la vie adolescente, sur la notion de deuil, de rupture, sur l'idée du premier amour aussi, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on tombe amoureux. Pour moi, Arnaud Catherine est un véritable maître en la matière, je trouve qu'il a une façon de parler et de raconter les sentiments de ses personnages qui n'a pas son pareil en young adulte. Il a vraiment quelque chose d'atypique, de particulier, qui lui est propre et qui est d'une intensité presque indescriptible. Je vais manquer de mots, je pense, pour vous parler de la richesse de ses récits, de la richesse des psychologies de ses personnages, mais aussi de la force qu'il peut avoir à vous tenir sur un récit de 400, 300, 400 pages sans que vous ne voyiez le temps passer alors que finalement il ne se passe pas grand-chose. Arnaud Catherine met toujours en avant des adolescents dans lesquels on peut se reconnaître, ce sont vraiment des monsieur, madame, tout le monde. Je pense que c'est ce qui fait également une des forces de ce récit, c'est qu'on se retrouve vraiment dans les événements de vie que traversent ses protagonistes, et ce qu'il fait également très souvent que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il écrit avec son temps. On a notamment beaucoup de références au Covid dans Octave. On a toute la saga d'À la place du cœur qui est vraiment baignée dans l'atmosphère post-Bataclan. Donc vraiment Arnaud Catherine s'approprie les événements qui marquent les générations actuelles et crée une fiction autour de ces événements-là. Pour revenir à Octave, je souligne une nouvelle fois qu'il s'agit d'un 3e tome et qu'il peut tout à fait être lu indépendamment selon moi. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Octave, qui a eu diverses relations dans sa vie d'adolescent, dont une qui l'a particulièrement marqué. Et Octave, c'est un jeune homme qui fuit, qui a beaucoup de mal à s'attacher, qui a très peur de développer des sentiments pour les gens et qui s'est beaucoup interrogé sur sa sexualité. Octave est un briseur de cœur, tout du moins c'est de cette façon qu'on le définit en 4e de couverture de ce roman. Pourtant, je vous assure qu'en le découvrant plus en profondeur, vous vous rendrez compte qu'il est bien plus que ça et que derrière les apparences, certains personnages ont véritablement des traumatismes qui les ont marqués, qui les empêchent de s'attacher, qui les empêchent de vraiment être honnêtes avec eux-mêmes, se poser, assumer leurs sentiments. Tout ça, je vous le disais, ça se place sous fond du Covid et des multiples confinements, donc on suit une génération sacrifiée puisque les protagonistes ont entre 16 et 18 ans. Ils vont sacrifier leur vie sociale, ils vont sacrifier leur vie au lycée, puis à la fac, et malheureusement ça ne va pas laisser ces personnages indemnes, et on va aussi essayer de découvrir un petit peu comment ça peut agir sur leur psychisme à ce moment-là. Je vous recommande vivement de découvrir Arnaud Catherine qui vous propose des récits francs et intelligents que vous ne trouverez pas souvent en littérature contemporaine. Et je souligne également que j'aurais pu vous présenter n'importe quel roman d'Arnaud Catherine puisque je pense les avoir tous aimés. Je vais poursuivre avec un roman très particulier qui est Le goût amer de l'abîme de Neal Shusterman. Ce roman, Neal Shusterman l'a coécrit avec son fils Brendan Shusterman et je pense que vous connaissez l'auteur pour notamment La Faucheuse mais aussi Éclat d'étoiles qui sont 2 sagas parues dans la collection R. Il est aussi l'auteur de plusieurs romans one-shot que je n'ai pas lus, notamment Drugs et Le Déclencheur me semble-t-il, qui sont tous les deux publiés chez les éditions Nathan. Neal Shusterman décrit lui-même Le goût amer de l'abîme comme l'ovni de sa carrière littéraire puisque c'est un roman qui est hautement autobiographique. En effet, l'auteur voulait mettre au centre du récit la schizophrénie et souligner le fait qu'aux États-Unis, une famille sur 3 est touchée par le spectre des maladies mentales.
Neil Shusterman a en effet fréquenté de près la schizophrénie puisqu'il y a 20 ans, il a perdu son meilleur ami qui s'est suicidé, mais son fils souffre également de cette maladie. Donc le goût amer de l'abîme, c'est une plongée dans ce quotidien que lui a pu fréquenter, que lui a pu découvrir sous de multiples facettes, mais aussi c'est un récit de résilience. Le goût amer de l'abîme est le texte qui résulte des observations que l'auteur a pu faire, que ce soit des comportements de son fils ou de son ami. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais reçu ce livre en épreuve corrigée le 30 août 2018, donc ça commence à vraiment remonter, et pourtant j'en ai un souvenir impérissable. C'est vraiment un ouvrage qui m'a marqué au cœur et que je ne pense pas pouvoir un jour oublier. Comme je vous l'ai dit, cet ouvrage est illustré par le fils de Neil Shusterman. Les illustrations sont assez nébuleuses, mais ce qu'elles veulent faire, c'est transmettre un petit peu ce qu'est la schizophrénie, ce à quoi peut ressembler l'univers mental d'une personne qui souffre de cette maladie. J'essaie de vous trouver d'autres exemples pour vous montrer un petit peu. La couverture définitive ne ressemble bien évidemment pas à ça, je vous la mettrai juste ici. J'ai eu la chance de recevoir cet ouvrage en épreuve non corrigée de la part des éditions Nathan en 2018, donc ça fait un moment maintenant. Je garde un souvenir impérissable de ce titre 5 ans après. C'est vraiment un ouvrage qui m'a bouleversée et que je ne pouvais pas ne pas mettre dans ce classement. Dans cette histoire, nous suivons Kaden, un lycéen en apparence comme les autres qui souhaite rentrer dans l'équipe d'athlétisme de son lycée mais qui crée aussi des jeux vidéo avec ses amis. Le problème, c'est que dans l'esprit de Kaden, il y a également un navire, il y a énormément de métaphores d'ailleurs maritimes dans ce récit, sachez-le, il y a quelque chose de très onirique et de très métaphorique qui se dégage de ces pages. Ce roman, c'est un voyage au cœur de la schizophrénie, mais c'est aussi un voyage au cœur des abysses puisque tout un parallèle est fait entre les abysses qui sont donc le lieu le plus profond des océans, le plus enfoui et le moins connu, et ce que provoque la schizophrénie dans l'esprit de Kaden. Vraiment, je vous recommande de lire ce titre que je trouve incroyable. Je souhaitais vous lire un extrait pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez trouver dans ce texte. J'espère qu'il sera un peu exhaustif, mais bien évidemment c'est un extrait que j'ai choisi subjectivement parce qu'il me parlait à moi, que je le trouvais intéressant, et je précise que je l'ai choisi il y a 5 ans puisque je n'ai pas relu l'ouvrage depuis. Au niveau de mes annotations, il y avait finalement assez peu de choses qui avaient été retenues, mais voilà, je vous lis une partie que j'avais soulignée. Avant, j'avais peur de mourir. Maintenant, j'ai peur de ne pas vivre. Il y a une différence. On traverse la vie avec un avenir en tête, mais parfois cet avenir n'arrive jamais. Je parle des futurs personnels, du mien en particulier. Des fois, j'imagine que dans 10 ans, des gens qui me connaissent déclareront des choses comme « il avait un tel potentiel » ou « quel gâchis ». Je pense à tout ce que je veux faire, à tout ce que je veux devenir, artiste révolutionnaire, entrepreneur, célèbre game designer. Les fantômes du futur secouent la tête et se lamentent de leur lugubre voix. Ah, il avait un tel potentiel. La peur de ne pas vivre et l'angoisse profonde, constante de voir son propre potentiel se décomposer en irréversible déception quand ce qui devrait être est broyé par ce qui est. Parfois j'en viens à penser que ce serait plus simple de mourir plutôt que d'affronter cela, parce qu'on attache beaucoup plus de valeur à ce qui aurait pu arriver qu'à ce qui aurait dû arriver. On place les enfants morts sur un piédestal alors que les enfants malades mentaux on les cache sous le tapis. J'espère avoir piqué votre curiosité et que ce roman rejoindra très vite votre palle. Encore un roman avec une thématique très difficile, je vous parle de Sous-sol de Martine Pouchin qui est paru chez les éditions Sarbacane il y a 2 ans. À la suite d'une catastrophe planétaire, la quasi-totalité de l'humanité a disparu et nous suivons une famille qui s'installe dans le sous-sol de sa maison pour tenter de survivre. Dans ce sous-sol, il y a le père qui est un homme pieux et extrêmement dur, la mère qui est très effacée, et 2 jeunes filles. Ces 2 sœurs, ce sont Leslie et Amy que l'on va suivre de près, qui n'ont presque aucun souvenir du ciel à l'extérieur, des oiseaux, des animaux qui n'ont presque jamais fréquenté le monde normal. Et dans ce sous-sol, elles vont apprendre les rudiments scolaires, elles vont apprendre à lire, mais elles ont finalement accès à très peu d'ouvrages et doivent se concentrer à l'étude de textes qu'elles ont déjà pratiqués de multiples fois. Ce roman, c'est le huis clos par excellence. On est vraiment enfermé dans une atmosphère très pesante. Seul le père se donne le droit de sortir du sous-sol, mais nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur avant la fin du récit. Je ne peux pas vous parler en détail des points qui ont fait que ce récit est un énorme coup de cœur pour moi, tout simplement parce que je risquerais de vous spoiler, ce qui serait très dommage. On passe par de multiples émotions à la lecture de Sous-sol. C'est une des grandes forces de Martine Pouchin, ce n'est pas le premier de ses ouvrages que je lis et ce n'est pas le premier de ses ouvrages qui me fait cet effet-là, mais à ce point, c'est le seul. On a vraiment toute une interrogation autour de la féminité, autour de la naissance de la sexualité, autour de l'adolescence confinée, et on voit ce père qui regarde ses filles d'une façon dont il ne devrait pas les regarder. C'est extrêmement oppressant, extrêmement anxiogène, mais c'est un récit nécessaire, divinement écrit, et vraiment je continue à porter Martine Pouchin dans mon cœur et je pense que ça durera.
Je voulais poursuivre cette présentation avec un titre peut-être un petit peu plus léger, mais malheureusement je ne suis pas une grande lectrice d'ouvrages légers, donc je vous parle maintenant de La Proie de Philippe Arnaud, qui est un roman paru chez les éditions Sarbacane dans la collection X'. Il y a également, non peut-être un peu plus que 2 ans quand même, je dirais 3-4 ans. Je ne m'attendais absolument pas à ça lorsque je suis rentrée dans ce récit, ça a été une claque magistrale, je n'ai pas d'autres mots. Mais sachez que nous sommes encore sur une thématique très difficile, bien que différente. Antea est une adolescente camerounaise qui voit son univers considérablement réduit par le fait que la scolarité là-bas lui est très difficile, qu'elle est moquée par beaucoup de gens, qu'elle est aussi poursuivie par de nombreux garçons pour son incroyable beauté, quand un jour un couple de personnes blanches va arriver et vouloir pas l'adopter mais la prendre en charge et la ramener en France. Les parents d'Antea vont accepter, croyant lui offrir une vie bien meilleure que celle qu'ils peuvent lui proposer, mais finalement ce n'est pas du tout de cette façon que ça va se passer. Antea va se retrouver seule, déscolarisée, dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec des personnes qu'elle ne connaît pas, auxquelles elle ne porte aucune affection. Et ces vies se vont aller extrêmement loin. C'est un ouvrage qui rentre dans pas mal de détails, qui est assez insoutenable, mais qui est très intéressant. Vraiment, je n'avais jamais lu d'ouvrage comme celui-ci. Certes, c'est un récit fictif, mais qui est ancré dans le réel, qui se veut comme un ouvrage engagé, qui dénonce. C'est aussi un ouvrage politique. Et dans toutes ces grandes thématiques, on a Antea qui rêve d'un garçon qu'elle aimait quand elle était au Cameroun, qui rêve aussi de ses parents, de retrouver ses frères et sœurs, sa famille plus généralement et son pays. Ces choses s'imbriquent et Antea va petit à petit apprendre à vivre dans son passé en regardant les choses avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie quand son présent lui est absolument insupportable. C'est un très joli texte dont je n'entends jamais parler mais que je vous recommande très vivement si vous souhaitez découvrir un texte vraiment hors du commun qui traite d'une thématique qui est rare dans la littérature et dans la littérature young adulte particulièrement. Je pense que vous pouvez le trouver extrêmement facilement d'occasion si vous n'avez pas forcément les moyens d'investir les 16 € que coûte cet ouvrage de base. En tout cas, je ne peux que vous recommander de lire ce titre. Je vais vous dire ça pour tous les ouvrages qui sont dans cette vidéo puisque ce sont mes ouvrages préférés. Une nouvelle fois, je me répète, je ne peux que vous recommander de faire la lecture de La Proie. Comment vous parler de mes lectures favoris en young adulte sans vous parler de Cœur battant d'Axel Sandre et plus généralement d'Axel Sandre en général, qui est une autrice qui me touche particulièrement, qui écrivait dans un esprit très punk, très engagé aussi, qui parlait énormément de santé mentale. Axel Sandre est décédée il y a quelques années, à l'âge de 37 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire absolument passionnante, poétique, douce, mais aussi coup de poing. Et dans cet univers punk dont je vous parlais, Cœur battant est mon ouvrage préféré de l'autrice, mais je pense que j'aurais pu vous parler de n'importe quel titre, puisque ce qui fait la force des romans d'Axel Sandre, c'est véritablement sa plume et sa capacité à transmettre des émotions très vives. Dans cette histoire, on suit Alex qui a 17 ans et qui a tenté de mettre fin à ses jours, qui va se retrouver dans une clinique dans laquelle les personnes faisant une tentative de suicide sont appelées les suicidants. Dans cette clinique, il va notamment rencontrer Alice, dont il va tomber éperdument amoureux au premier regard, mais aussi d'autres protagonistes qui ont des âges très différents du sien. C'est un ouvrage intergénérationnel en ce sens-là. Les protagonistes vont vraiment créer des liens entre eux alors qu'ils ont des différences qui sont flagrantes. Donc nous, on va suivre 5 protagonistes: Alex, Alice, Victor, Colette et je ne me souviens plus du nom du dernier personnage, Jacopo, qui sont donc encore une fois radicalement différents mais qui vont fuir la clinique, qui vont s'improviser un road trip à travers la Normandie pour rejoindre le manoir de Jacopo, qui est un homme très fortuné. Les protagonistes de cette histoire vont se demander si finalement la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Certains vont malheureusement répondre par la négative à cette question et d'autres vont être peut-être un peu plus nuancés. C'est un ouvrage encore une fois extrêmement fort, qui est sans concession mais qui est très doux, très poétique et qui parle d'amour, de toutes les formes d'amour qui peuvent exister, de si l'amour peut suffire aussi à sauver quelqu'un. C'est vraiment de très belles interrogations et Axel Sandre fait ça divinement bien. J'allais vous dire que je vais vous recommander la lecture de ce titre, mais bien évidemment je vous la recommande comme je vous recommande tous les ouvrages qui sont présents dans cette vidéo. Et je viens de me rendre compte que je vous présente énormément de romans publiés des éditions Sarbacane et ce n'est pas fini. Je continue avec Les Collisions de Joanne Richoux, toujours chez les éditions Sarbacane, qui est l'ouvrage qui m'a fait connaître cette autrice qui est maintenant l'autrice, je pense, la plus chère à mon cœur
en young adulte. Je suis absolument passionnée par la plume de Joanne, elle arrive toujours à m'entraîner dans ses histoires avec une facilité déconcertante et je suis toujours surprise par la force qu'elle peut mettre dans les descriptions qu'elle fait, par la sensorialité de ses univers. Dans cette histoire, on suit Gabriel et Laetitia qui sont deux adolescents terribles qui évoluent dans une classe de terminale dans laquelle ils vont étudier les liaisons dangereuses. Malheureusement, durant cette année de terminale, ils s'ennuient profondément et vont faire payer cela à leurs camarades en s'inspirant donc de ce célèbre texte de la littérature française. Alors bien évidemment, dit comme ça, vous vous doutez que je ne vous dévoile pas tout ce qu'il peut se passer dans ce récit, mais c'est un récit qui parle de la cruauté adolescente, qui parle des sentiments amoureux, qui parle de la découverte de soi, la découverte de la sexualité, qui parle aussi de relations un petit peu tabous, qui met en avant les capacités manipulatoires que peuvent avoir des personnages qui sont pourtant assez peu âgés. C'est aussi un ouvrage qui parle d'amitié, qui parle de toxicité dans les relations, qui parle de la passion, qui parle de l'admiration, qui parle de tous ces sentiments qui débordent à l'adolescence. Et tout ça donc sous fond de réécriture des liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, qui est d'ailleurs un autre ouvrage que je vous conseille de lire. Cet ouvrage, je l'aime pour ce qu'il est, mais je l'aime aussi pour tout ce qu'il représente, puisqu'encore une fois, c'est grâce à lui que j'ai découvert Johann Rixoux. C'est grâce au partenariat que j'avais avec Sarbacane, d'ailleurs, que j'ai pu faire la plupart des très belles découvertes que je vous montre aujourd'hui. Mais celle-ci, pour moi, c'est un petit peu masterclass. Et d'ailleurs, je continue à vous parler de Johann Rixoux avec PLS, qui est publié ici chez les éditions Actes Sud. C'est un ouvrage tout petit en termes de taille, mais ô combien riche en émotions, qui met en scène un personnage qui s'appelle Sacha, qui lors d'une soirée d'Halloween va un petit peu nous entraîner dans sa tête, dans ses émotions. C'est très difficile de faire un résumé de PLS car toute l'intrigue se déroule sur une soirée et que votre cœur va faire l'ascenseur sans cesse. C'est très demandant d'un point de vue émotionnel, mais c'est ô combien bien écrit. En ce qui concerne PLS, je pense que la seule chose que je peux faire pour véritablement vous donner envie de le découvrir, c'est de vous lire un extrait, puisque je ne peux absolument rien vous en dire. Le texte fait 90 pages, il vous tient en haleine, comme je vous le disais, sur une seule et unique soirée. L'intrigue se déroule durant la soirée d'Halloween, donc une fête qui est organisée dans la maison de Sacha, et je ne voudrais absolument pas vous spoiler les événements qui peuvent se dérouler dans ce récit. En revanche, je serais ravie de vous partager la beauté de la langue de Johann Rixoux. Je peux pas retourner à l'intérieur, pas tout de suite. Les souvenirs me tourbillonnent autour, ça me fout la gerbe. Je m'accroupis à côté de mon mug, je le termine, puis je m'allume une autre clope. La fumée dentelle le jardin, c'est comme des barbelés sur le ciel et l'herbe. Les images s'y impriment, une cacophonie de fantômes. Je nous vois, elle et moi, en cours. Je fouille dans sa trousse, je lui pique une gomme pour la faire chier. On est à côté du radiateur, engourdi par sa chaleur de synthèse, son ronron. Je lui pique n'importe quoi, son effaceur, j'aimerais qu'elle me touche, voilà. Une bourrade vite fait, quelle fierté quand nos manches se chiffonnent ensemble. Vivement le printemps, il y aura moins de tissu. Je nous vois, elle et moi, en col. Elle m'envoie son agenda. Jimmy sert d'intermédiaire. J'essaie de ne pas me faire griller par le pion. Je sonde tout. Son écriture erratique, les ratures vénères. Je peux presque sentir le mouvement de son poignet si je pose les doigts sur le papier. Les photos découpées dans les magazines, les mots de ses copines à l'encre violette, les paroles de chansons, les tentatives de poèmes, les dessins de beats par des mecs, les tickets de cinéma et les places de concert. L'agenda d'une meuf, c'est religieux. Un accès à son intimité, à ses recoins. Je sens qu'elle m'observe depuis le fond de la salle, qu'elle va frémir si je cherche un stylo dans ma trousse, parce que c'est ça qu'elle veut. Là maintenant, écrit dans mon agenda. Je nous vois, elle et moi, assis sur un banc dans la cour, ma paume contre le bois rugueux, à la fois si près et si loin de son dos. Elle a un feutre dans la main indélébile, elle me dessine des formes sur l'avant-bras. Un soleil, un cœur, un monstre aux dents pourries. Elle me dit que si j'ai des couilles, je me les ferai tatouer en vrai. Elle remonte vers le coude, un nuage, un cornet de glace, un cadenas. Plus elle remonte, plus nos corps se rapprochent. On est fin mai, les vacances d'été au bord des lèvres, ça donne envie de faire plein de trucs, sexuels ou pas. Ça pousse les filles à se détacher les cheveux. On a séché le sport pour fumer un joint ou trois. Quand elle noircit mon épaule, ma main atterrit sur sa cuisse, à l'ourlet de sa jupe. Sa peau est douce. J'en ai partout sur moi, de sa peau. J'ai pris un extrait complètement au hasard, j'espère que ça vous a plu. J'aurais pu choisir n'importe lequel, puisque la plume de Joanne est toujours parfaitement mesurée, c'est du travail d'orfèvre. Je trouve que c'est une très bonne alternative pour découvrir son travail, d'une part parce que le livre est court, mais aussi parce qu'il est véritablement coup de poing. J'aurais pu vous parler de Tavrier, qui est dans le même esprit, qui est un texte extrêmement bref, encore plus bref même que celui-ci, mais qui est un véritable coup de poing. Je le ferai certainement si je fais une autre vidéo de ce type-là. Petite rupture de thème, je vais vous parler d'un ouvrage radicalement différent qui m'a vraiment laissé des traces lorsque je l'ai lu. Il s'agit de Par le feu de Will Hill.
Le roman a connu un véritable succès lors de sa sortie, il a été extrêmement mis en avant sur les réseaux sociaux, malheureusement je n'en entends plus parler depuis et j'ai du mal à comprendre pourquoi. C'est un ouvrage tiré d'une histoire vraie qui s'inspire de l'histoire de la secte de Waco, qui met en scène une adolescente qui va lutter contre l'oppression et contre l'obscurantisme de la secte dans laquelle elle évolue. La jeune fille que l'on suit n'avait pas le droit de quitter la base, qui est donc le lieu dans lequel elle évoluait lorsqu'elle faisait partie de cette secte. Lorsque nous la rencontrons, elle est à l'hôpital, donc sortie de ce calvaire, et c'est donc par le biais de ses souvenirs que nous allons nous plonger dans le quotidien de cette secte dirigée par le père John, qui est un homme qui domine sa communauté et la gère d'une main de maître, ne laissant rien au hasard et est considéré comme une sorte de messie. Un jour, un immense incendie se déclare dans la base et c'est suite à cet incendie que la jeune fille que nous suivons peut être prise en charge par l'hôpital et donc sortir de la base. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque c'est par le biais de flashbacks qu'on découvre petit à petit l'emprise que pouvait avoir cet homme sur toute une communauté, mais aussi sur cette jeune fille. Jeune fille qui maintenant se retrouve seule à devoir découvrir un monde qu'elle ne connaît absolument pas puisqu'elle a toujours vécu au sein de cette secte. C'est un récit très profond que je ne recommanderais pas à tout le monde parce qu'il est tout de même assez difficile à lire dans le sens où certaines scènes sont décrites avec beaucoup de détails et que je trouve parfois que c'est un petit peu choquant. Voilà, je pense que je n'ai pas de mots plus parlants que ça pour vous dire ce que j'en ai pensé. C'est un ouvrage fracassant que vous lisez une seule fois et dont vous gardez un souvenir encore une fois impérissable. Mais sachez que la thématique est très dure, que les événements sont décrits avec beaucoup de minutie et que donc c'est un texte qui peut être assez perturbant. L'année de grâce de Kim Liggett est un roman publié chez les éditions Casterman que je ne pensais pas tant aimer lorsque j'en ai commencé la lecture. Petit bémol toutefois, je voudrais souligner que la fin n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, qu'elle ne me plaît pas particulièrement, mais c'est vraiment pour la richesse de construction de l'intégralité du récit, pour l'univers que met en place l'autrice, mais aussi pour sa capacité à montrer les liens qu'il peut y avoir entre des adolescences, une sororité naissante, mais aussi de grosses ruptures et de grosses divergences entre ces jeunes filles. Bref, je vous en dis plus sur l'intrigue en tant que telle, mais sachez que si vous vous lancez dans ce récit, ce n'est absolument pas pour la fin que j'ai apprécié son contenu. Chaque année, un groupe de jeunes filles est envoyé en forêt dans un camp pour l'année de grâce. Donc c'est considéré comme étant l'année où on éloigne les jeunes filles du village pour que les hommes ne cèdent pas à leurs tentations et pour que les épouses de ces derniers ne sombrent pas dans la folie en voyant leurs hommes se détourner d'elles pour aller vers ces jeunes femmes. Une jeune femme est donc considérée comme quelque chose de dangereux dans cet ouvrage et à l'âge de 16 ans, un groupe donc de jeunes filles s'éloigne pour partir pour cette année de grâce. Elles vont être complètement livrées à elles-mêmes, le but étant que leur magie disparaisse. Cette magie, on ne sait jamais si elle existe vraiment. Est-ce que c'est un élément fantastique vraiment présent dans le récit ou est-ce que métaphoriquement ce qu'on veut nous dire c'est que ces jeunes filles dégagent une certaine aura qui plairait aux hommes simplement parce qu'ils seraient attirés par les femmes plus jeunes et seraient incapables de gérer leurs frustrations et leurs désirs. C'est donc un an d'exil en forêt, un an d'épreuve, un an de danger que vont traverser ces jeunes filles. Il va se passer énormément de choses au sein même de la communauté de ces jeunes filles, mais il va aussi se passer beaucoup de choses à l'extérieur et on ne saura jamais si nous sommes dans un récit fantastique, un petit peu mystique ou dans un univers complètement réel dans lequel on cristallise simplement des choses autour de superstitions. C'est aussi un ouvrage violent tant par les rapports que vont entretenir les jeunes femmes entre elles que par le rapport que les hommes ont avec les femmes et c'est d'ailleurs je pense la dimension qui m'a le plus plu dans cet ouvrage, c'est qu'on a véritablement des constructions, des rapports entre les personnages qui sont très recherchés. Bien sûr il y a quelques bémols, notamment la fin que je trouve un petit peu trop proche d'un Disney à mon goût, ou tout du moins si ce n'est pas d'un Disney, je trouve qu'elle dessert profondément le propos politique tenu par l'autrice jusque-là. Mais je vous recommande tout de même de découvrir L'année de grâce qui est un très très bon roman que j'apprécie beaucoup et dont je vois de moins en moins parler. Je vais clore cette présentation avec un ovni de la littérature que je serais bien incapable de classer dans un genre littéraire quel qu'il soit, à savoir Hazelwood. Hazelwood est un roman de Melissa Albert publié chez les éditions Milan. Il est sorti en 2018 et j'en ai fait la découverte extrêmement tôt, dès qu'il est sorti en réalité, croyant qu'il s'agissait véritablement d'une réécriture de conte. Le roman est tellement particulier que je vais me permettre de vous lire le résumé pour vous en faire une présentation et ensuite je vous dirai ce qui fait que je l'ai tant apprécié. Ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazelwood. Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Hazelwood, la résidence légendaire d'Althea Prospertine, auteur des célèbres contes de Linderland. Hazelwood, d'où semblent échapper des personnages inventés par Althea. Hazelwood, où sa petite fille, Alice, va devoir s'aventurer. Hazelwood dont personne ne revient jamais. Et si Hazelwood était bien plus qu'un simple manoir?
un leurre, une porte d'entrée sur un autre monde. Et si Alice était bien plus qu'une simple New-Yorkaise, une princesse, une tueuse, il était une fois Hazelwood. Alors présenté comme ça, je me rends compte que ça n'en dit pas beaucoup. Ce texte avait vraiment l'ambition de reprendre des contes de façon très crue, c'est-à-dire vraiment avec l'aspect sombre qu'on peut avoir dans les contes de Grimm, non pas réécrits et adaptés pour les enfants, mais dans les contes originels. Je trouve que la promesse est assez bien tenue, bien qu'il y ait quelques défauts. Je souhaitais absolument mettre ce livre dans le top de mes lectures young adultes pour une raison simple, c'est que je n'en ai lu aucun qui était comme ça, et que je n'en ai lu aucun qui m'ait fait véritablement ressentir ça. J'ai été très mal à l'aise à la lecture du texte, en même temps que j'étais fascinée et intriguée par l'aspect merveilleux du récit. Ce que je veux souligner, c'est que Melissa Albert, si elle crée un récit qui certes a des failles, s'approprie le genre du merveilleux avec beaucoup de justesse et le remet complètement au goût du jour dans un texte qui est audacieux, qui tente des choses et qui n'a pas son pareil en littérature young adulte. Alors c'est un récit que j'ai aimé bien évidemment, si je le mets en dernier dans ce classement, bien que je n'ai pas classé à proprement parler les ouvrages, c'est aussi parce que c'est celui qui m'a demandé le plus de réflexion. Je voulais vraiment savoir si ce texte figurait dans les livres que j'avais préféré lire en young adulte. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un livre auquel je pense encore après des années de lecture, et pourtant j'en ai lu des récits fantastiques, j'en ai lu des réécritures de contes, j'en ai lu des ouvrages young adultes qui se voulaient être des réécritures de contes sombres, qui voulaient se réapproprier des univers qui avaient été faits dans la littérature plus classique et qui se voulaient être exigeants et qui finalement ne parvenaient pas à tenir ce pari. Pour Hazelwood, c'est radicalement différent. Je trouve que c'est un ouvrage audacieux qui montre qu'aujourd'hui encore en littérature, on peut tenter de faire des choses. J'ai terminé avec cette première vidéo, je vous en ferai peut-être une autre si vous le souhaitez, parce qu'après des années de lecture et de lecture et de lecture de romans young adultes, vous vous doutez bien que je vous recommande un peu plus que les ouvrages que j'ai pu vous présenter ici, mais en tout cas c'est une première sélection qui, je trouve, qui me correspond bien en tout cas actuellement, puisque lorsque j'ai dû faire ces choix, je les ai fait avec beaucoup d'aisance, mais aussi qui me permet de vous montrer la diversité de ce que l'on peut trouver en young adulte. Je vous remercie d'être resté jusque là, comme d'habitude si vous avez lu certains de ces livres ou que vous envisagez de les lire, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas également à la liker si vous avez passé un bon moment, si vous souhaitez en voir une autre, puisque ce sera un petit peu l'indicateur de si je tourne oui ou non une seconde vidéo sur ce sujet, si elle vous a plu. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.